Vincent Arlot ne s'était jamais considéré comme un homme particulièrement miséricordieux. Pourtant, il avait passé les 15 dernières années à prouver qu'il était un père décent, et la décennie écoulée à incarner un mari dévoué. À 52 ans, il s'était forgé à Boston une réputation redoutable dans le monde du développement immobilier, c'était un homme qu'on ne défiait pas impunément. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ses rivaux professionnels l'avaient appris à leurs dépens. Vincent ne se contentait pas de gagner, il anéantissait ses adversaires. Mais il s'était toujours efforcé de cantonner cette férocité à la sphère professionnelle, croyant que son foyer devait rester un sanctuaire. Jusqu'à aujourd'hui. L'appel de sa belle-fille, Allison, avait surgi à l'improviste il y a 3 semaines. Étudiante à Brown University, elle devait être diplômée au printemps prochain, mais elle avait soudainement besoin d'un toit. Quelque chose à propos d'un logement qui était tombé à l'eau, bien que les détails qu'elle avait donnés semblaient étrangement flous. La seconde épouse de Vincent, Mélanie, avait immédiatement proposé qu'Allison vienne s'installer chez eux, dans leur maison mitoyenne de Béconville, le temps qu'elle règle la situation. Ce soir-là, Vincent observait sa belle-fille, assise en face de lui à la table de la salle à manger. Elle faisait lentement tourner son saumon à peine entamé dans son assiette. Allison avait toujours été mince, mais aujourd'hui, ses clavicules saillaient d'une manière inquiétante, et des cernes profonds creusaient ses yeux. Depuis son arrivée, elle était ainsi, grignotant à peine, quittant la table tôt, s'enfermant des heures dans sa chambre. « Tu n'as encore pas faim, ma grande ?» demanda Vincent, rompant le silence. Allison leva les yeux. Son regard passait nerveusement de Vincent à sa mère. « Papa, désolé, j'ai juste pas faim », murmura-t-elle. Vincent nota le léger raidissement de Mélanie au moment où Allison l'avait appelé « papa ». Il était pourtant dans sa vie depuis qu'elle avait 8 ans, et il l'avait légalement adoptée après son mariage avec Mélanie. Son père biologique, Peter Callaway, n'avait jamais été qu'une ombre lointaine dans la vie d'Allison Pommieux, une présence médiocre. « Tu n'as presque rien mangé de toute la semaine », intervint Mélanie, sa voix teintée d'un tranchant que Vincent ne parvenait pas à définir. « Peut-être qu'on devrait prendre rendez-vous avec le docteur Wagner. »« Je vais bien, maman. Je suis juste stressée à cause des cours », répondit Allison d'un ton évasif. Mais elle n'avait pas dit un mot sur son retour en classe depuis son arrivée. Vincent porta alors un regard attentif à son épouse. Mélanie Arlot, malgré ses 44 ans, était toujours d'une beauté saisissante, sa chevelure cuivre foncé, ses yeux verts. Ils s'étaient rencontrés lorsque Vincent avait engagé sa société de design d'intérieur pour l'un de ses projets immobiliers. À l'époque, elle était divorcée depuis 2 ans, luttant pour maintenir son entreprise à flot tout en élevant seule sa fille. Ce qui avait d'abord séduit Vincent, c'était sa force, son ambition. Leur histoire avait été rapide, peut-être même un peu trop rapide, pensait-il parfois ces derniers mois. « J'ai justement un dîner demain soir avec Theodore Mills », annonça Mélanie, changeant de sujet. « Il veut que je redessine leur maison de vacances à Nantucket. » Vincent hocha la tête. La famille Mills appartenait à l'ancienne aristocratie financière, un gros contrat pour Mélanie, qui pourrait propulser son cabinet. « C'est super, ma chérie. Je m'occuperai de la maison pendant ton absence. » Ça pourrait se finir tard, dit-elle d'un ton détaché. Les horaires du ferry sont limités, alors je devrais peut-être passer la nuit là-bas. Vincent remarqua comment les phalanges d'Allison se contractaient autour de sa fourchette. Il n'y prêta pas attention. Aucun souci. Allison et moi, on pourra se faire une soirée film, pas vrai ma grande? Allison esquissa un sourire, mais il sonnait faux. Bien sûr, papa. Plus tard dans la soirée, alors que Vincent travaillait dans son bureau à domicile, il ouvrit par réflexe l'application de sécurité sur sa tablette, une habitude née de longues années de vigilance. Il fit défiler les images des caméras installées autour de la maison. Son doigt s'arrêta brusquement sur un plan, Allison, figée dans le couloir devant l'atelier de sa mère, l'oreille collée contre la porte, le corps tendu comme une corde. Le doigt de Vincent frôla le bouton audio, mais il se ravisa. Espionné par les caméras de sécurité, c'était une ligne à ne pas franchir, une trahison de la confiance. Et pourtant, ce malaise diffus ne le quittait plus. Quelque chose, dans sa propre maison,
allait profondément de travers. Il se fit la promesse de revoir les enregistrements des déplacements professionnels de Mélanie au cours des 6 derniers mois. Les voyages étaient devenus plus fréquents récemment, mais absorbé par son dernier chantier immobilier, Vincent n'y avait pas prêté suffisamment attention. Il n'avait jamais été du genre jaloux. Il avait toujours eu une confiance aveugle en sa femme. Mais, comme il aimait le rappeler à ses associés, la confiance, ça se vérifie. Et, essuyant ses yeux d'un geste tremblant, elle murmura. « Je n'ai pas abandonné l'université. En réalité, je réussissais très bien. J'étais même sur la liste du doyen le semestre dernier. » Les sourcils de Vincent se froncèrent, visiblement confus. « Alors, pourquoi ?» Alison inspira profondément, sa voix à peine audible. « Je suis rentré un week-end, à l'improviste, pour faire une surprise à maman pour son anniversaire, en mars. » Vincent se rappela immédiatement. « J'étais à Chicago à ce moment-là, pour ce projet immobilier. » « Oui. Le projet de résidence de luxe à Lincoln Park. Une affaire de 50 millions de dollars. » Elle n'était pas dans l'appartement à Providence, continua Alison, la voix nouée. « J'ai attendu. Des heures. En pensant qu'elle était en rendez-vous avec un client. » Sa voix se brisa. Quand elle est finalement rentrée le lendemain matin, elle n'était pas seule. Le corps de Vincent se figea. D'un calme glacial. Celui qu'il connaissait bien, celui qu'il utilisait avant ses décisions les plus calculées en affaires. « Qui était avec elle ?» demanda-t-il, d'un ton tranchant. Alison baissa les yeux. « Peter. » Elle déglutit. « Mon père biologique. » Le nom claqua dans l'esprit de Vincent comme un coup de massue. Peter Callaway. Ce fantôme. Cet homme presque absent de la vie d'Alison, n'apparaissant qu'occasionnellement pour les anniversaires ou les remises de diplômes. Il avait toujours été cordial avec Vincent. Distant, mais poli. Vincent avait même ressenti de la pitié pour lui, pensant qu'il avait perdu une belle famille par sa propre négligence. « Depuis combien de temps ?» demanda Vincent, d'une voix trop calme pour être sincère. « Je ne sais pas exactement. » répondit Alison, mais d'après ce que j'ai entendu ce soir-là, ça dure depuis au moins 2 ans. De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Ils ont un appartement près de l'université. C'est pour ça que maman tenait tant à garder l'appartement de Providence, même après que j'ai déménagé dans les dortoirs. Elle disait que c'était pour pouvoir venir me voir facilement. Vincent hocha la tête, machinalement. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Les voyages fréquents à Rhode Island, les appels privés que Mélanie prenait à la hâte, les week-ends mystérieusement disparus. Après que je les ai confrontés, poursuivit Alison, Peter s'est mis à apparaître plus souvent. Il essayait de m'acheter des cadeaux, des discours bizarres pour m'aider à comprendre les relations adultes. Elle cracha presque ces mots. Maman m'a supplié de ne rien dire. Elle disait qu'ils essayaient de régler les choses. Puis ils ont commencé à me mettre la pression pour que j'emménage avec eux, définitivement. Vincent comprit alors. « C'est pour ça que tu es venu ici, » dit-il lentement. « Tu as fui. » Alison hocha la tête, accablée. Je ne supportais plus de faire partie de leurs mensonges. Mais je ne savais pas comment te le dire. Chaque fois que j'essayais, je n'y arrivais pas. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Je pensais à tout ce que tu avais fait pour moi, pour nous. Le cerveau de Vincent s'était mis en mode opération. Chaque élément s'emboîtait dans une chronologie glaçante. Un tableau de trahison se dessinait devant lui, net, implacable. « Est-ce qu'ils ont volé de l'argent ?» demanda-t-il brutalement. Alison parut choquée. « Non, pas que je sache. » Vincent esquissa un sourire amer. Le vol financier aurait été plus facile à encaisser que cette trahison émotionnelle. « Ce n'est pas ta faute, Alison. » Rien de tout ça ne l'est. Il y a autre chose. Murmura-t-elle, encore plus bas. J'ai trouvé des messages sur le téléphone de maman. Il prépare quelque chose. Peter arrête pas de dire que, quand le travail sera terminé, ils seront enfin libres. Les poils de la nuque de Vincent se hérissèrent. Tu crois que ça veut dire quoi? Je ne sais pas.
Elle hésita, puis dit. Il y a 2 semaines, après le dîner, je suis tombée malade. Très malade. Mais seulement moi. Pas maman. Et elle était étrangement calme. Comme si elle s'y attendait. Vincent se souvint. Cette nuit-là, il travaillait tard. Mélanie lui avait envoyé un message, Allison avait attrapé une gastro, elle s'occupait d'elle. Tu as vu un médecin, demanda-t-il, déjà en alerte. Allison secoua la tête. Maman a dit que ce n'était pas nécessaire. Mais papa, ça ne ressemblait pas à une intoxication alimentaire. J'ai trouvé un flacon dans son sac. L'étiquette était dans une autre langue. Je l'ai recherché. Elle déglutit difficilement. C'était un extrait de plante toxique. Le sang de Vincent se glaça. Tout se mit en place dans un enchaînement d'horreur. Papa, je suis désolé. Sa voix tremblait. Quand j'ai entendu Peter dire à maman au téléphone hier soir qu'il fallait augmenter la dose la prochaine fois, j'ai su que je devais te le dire. Elle n'arriva pas à finir la phrase. Vincent attrapa immédiatement son téléphone. Sa voix, quand il parla, était d'un calme glacial. Allison, dis-moi exactement ce que tu as vu. Et ce que tu as entendu. Je vais appeler la police. Au moment où il composait le numéro, son esprit était déjà ailleurs. Ce n'était plus une simple infidélité. C'était une tentative de meurtre. Et Vincent Arlo n'était pas un homme qui pardonnait la trahison. Chapitre 3, preuve de malveillance. Les policiers recueillirent les déclarations détaillées de Vincent et d'Allison. La détective Laura Winters, une femme à l'allure austère et au regard perçant, prit la tête de l'enquête. Vincent fournit les enregistrements de sécurité de son domicile, les photos des flacons étranges prises par Allison, ainsi qu'un accès complet au bureau personnel de Mélanie. Monsieur, ce sont des accusations très graves, dit la détective Winters en regardant ses collègues fouiller les tiroirs du bureau de Mélanie. Une tentative d'empoisonnement, ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Moi non plus, répondit Vincent, le ton glacial. Vérifiez son historique de navigation. Recherchez des achats inhabituels, surtout depuis des pharmacies à l'étranger. Depuis 3 heures, Vincent était enfermé dans une fureur glaciale. Son esprit n'avait jamais été aussi clair depuis des années. Il avait déjà appelé son avocat, Benjamin Wolf, qui était en route. Et aussi son médecin personnel, exigeant des tests toxicologiques immédiats pour lui et Allison. Il y a autre chose que vous devez voir, dit-il à la détective. Il la guida jusqu'à son bureau. Il lança les enregistrements de surveillance du mois écoulé. J'ai moi aussi eu des symptômes inhabituels ces dernières semaines, maux de tête, vertiges, troubles de la mémoire. Je pensais que c'était dû au stress. Il montra une vidéo datant de 3 nuits plus tôt. Mélanie, dans la cuisine, versant discrètement le contenu d'une petite fiole dans une carafe de whisky, un whisky que seul Vincent buvait. L'expression de la détective Winters se durcit. Il nous faudra cette carafe comme preuve. Déjà mise sous scellé dans la cuisine, répondit Vincent. Je développe des projets immobiliers depuis 25 ans, détective. Je connais la valeur d'une preuve. Un jeune officier apparut à la porte. Détective, regardez ce que nous avons trouvé. Il tenait un sac plastique contenant plusieurs fioles étiquetées dans des langues étrangères. Et un carnet rempli de dates et de dosages. Vincent reconnut son propre nom inscrit à côté de plusieurs entrées. L'inspectrice Winters hocha gravement la tête. Monsieur Arlo, nous avons suffisamment d'éléments pour convoquer votre épouse pour interrogatoire. Savez-vous où elle se trouve actuellement? Elle est censée être à un rendez-vous client à Nantucket, répondit Vincent, mais j'en doute fortement. Il sortit son téléphone et ouvrit une application de géolocalisation. Nous avons un système de localisation sur les téléphones familiaux, pour des raisons de sécurité. En réalité, elle est à l'appartement de Providence. Il montra l'adresse à la détective. Nous allons coordonner avec la police de Providence pour la localiser, déclara Winters en saisissant déjà sa radio. Vincent se tourna alors vers Allison, assise sur le canapé, pâle et tremblante. Il faut que tu ailles à l'hôpital avec l'officier Reynolds.
Ils doivent faire des analyses pour s'assurer que ce qu'ils t'ont administré est bien hors de ton organisme. Allison hocha doucement la tête. Et toi? Je te rejoins juste après, lui promit Vincent. Je dois d'abord parler à mon avocat. Une fois Allison partie avec l'agent, Benjamin Wolfe fit son entrée. Requin vêtu d'un costume hors de prix, il représentait Vincent depuis plus de 15 ans. On dépasse largement le cadre du divorce, Ben, dit Vincent à voix basse dans son bureau. Là, on parle de tentative de meurtre. Le visage habituellement impassible de Benjamin trahit un véritable choc. Les preuves sont solides. Solides comme du roc. Et ce n'est pas tout. Vincent sortit sa tablette et montra à son avocat des documents financiers qu'il avait passés en revue. Le business de design de Mélanie bat de l'aile depuis des années. Je le subventionnais. Mais il y a eu des transferts importants depuis son compte professionnel vers un compte offshore, que je n'ai pas encore réussi à tracer. Benjamin examina les chiffres attentivement. Ça pourrait être une préparation à la fuite, ou bien un paiement pour le poison, dit Vincent d'une voix glaciale. Dans tous les cas, je veux que tout soit prêt. Demande de divorce, isolement financier, suppression des accès. Je veux qu'elle et Peter Callaway soient détruits. Légalement. Financièrement. Et sur le plan de la réputation. Benjamin hocha la tête en prenant des notes. Et Allison? Elle a 21 ans. Elle est majeure. Mais je vais la protéger. Je vais créer une fiducie à son nom, totalement inaccessible pour Mélanie et Peter. La voix de Vincent se fit plus tranchante encore. Et Ben, ceci n'est que le commencement. Je ne veux pas seulement obtenir justice. Je veux qu'ils regrettent jusqu'à leur dernier souffle d'avoir ne serait-ce que pensé à nous faire du mal, à moi ou à Allison. Son téléphone vibra. Un message de l'inspectrice Winters, la police de Providence a votre épouse et Peter Callaway en garde à vue. Ils sont tous deux en route pour Boston pour interrogatoire. Vincent ressentit un frisson sombre, presque satisfaisant, se déployer en lui. Il semblerait que ma femme et son amant aient été arrêtés, dit-il à Benjamin. Assurons-nous qu'ils ne voient plus jamais la lumière du jour. Mais même en prononçant ces mots, Vincent savait que la justice pénale ne serait que le premier chapitre de sa vengeance. Il avait été trahi de la manière la plus ignoble. Il ne s'agissait pas simplement d'adultère, mais d'un complot calculé, visant à le tuer pour son argent, quitte à empoisonner Allison au passage. Et Vincent Harlow n'était pas un homme qui pardonnait la trahison. Ni en affaires. Ni lorsqu'il s'agissait de la vie et de la mort. Chapitre 4, Froid acharnement. La lumière crue des néons hospitaliers projetait des ombres dures sur le visage d'Allison alors que Vincent était assis près de son lit. Les résultats de la toxicologie avaient confirmé leurs pires craintes, tous deux présentaient des niveaux élevés de thallium dans leur organisme, un poison presque indétectable, aux symptômes aisément confondus avec d'autres maladies. Avec le traitement approprié, vous allez tous les deux vous en sortir complètement, les rassura le docteur Patel. Vous l'avez détecté à temps. Vincent hocha la tête. Son visage ne trahissait rien de la rage brûlante qui bouillonnait sous son calme apparent. Merci, docteur. Une fois seule, Allison saisit la main de Vincent. J'aurais dû te le dire plus tôt. Tu me l'as dit à temps, répondit-il en lui serrant doucement la main. C'est tout ce qui compte. Son téléphone vibra. Un message de Benjamin, mise en accusation demain. Audience pour la libération sous caution ensuite. Le procureur demande un refus de libération, en raison du risque de fuite et de la gravité des charges. Depuis 72 heures, Vincent avait méthodiquement démantelé la vie de Mélanie. Accès au compte conjoint suspendu. Carte de crédit bloquée. Serrure de toutes les propriétés changées. Ses affaires personnelles emballées et entreposées dans un lieu sécurisé. Il agissait avec la même froide efficacité qui avait fait de lui une puissance redoutable dans le monde des affaires. L'inspectrice Winters entra dans la chambre. Son visage était grave, mais portait une lueur de satisfaction. Monsieur Harlow, nous avons trouvé des preuves supplémentaires à l'appartement de Providence. Un journal détaillé décrivant le protocole d'empoisonnement, des recherches sur votre testament, sur vos polices d'assurance vie. Et des échanges avec une tierce personne pour l'obtention des substances. Une tierce personne?
répéta Vincent, l'attention soudain aiguisée. Un chimiste. Léo Duval. Il est en garde à vue lui aussi. Et il parle déjà. Il cherche à négocier. Vincent hocha la tête, et Callaway a craqué en premier, déclara Winters avec un sourire à peine esquissé. Il a tenté de faire croire que c'était votre épouse, la véritable instigatrice de tout cela, qu'il avait été manipulé. Votre femme, quant à elle, continue de clamer son innocence. Elle soutient que les substances en question n'étaient rien d'autre que des compléments alimentaires naturels, qu'elle vous donnait, selon ses dires, pour préserver votre santé. Vincent, malgré lui, éprouvait presque une forme d'admiration pour son audace. Presque. Le procureur de la République souhaite vous rencontrer, tous les deux, dès demain, poursuivit Winters d'un ton grave. Cette affaire est en train de devenir l'une des tentatives de meurtre les plus limpides et implacables que j'ai vues au cours de mes 20 années de service. Lorsque le détective quitta la pièce, Vincent se tourna vers Allison. Je veux que tu partes quelque temps. Va chez ma sœur dans le Vermont pendant que tout cela se règle. Suzanne prendra bien soin de toi. Je veux témoigner, répliqua Allison d'un ton ferme, presque solennel. J'en ai besoin. Vincent observa sa belle-fille. Non. Sa fille, à tous les égards qui comptaient. La dernière semaine l'avait vieilli. Quelque chose en elle avait changé. Une force nouvelle brillait dans son regard. D'accord, concéda-t-il après un moment de silence. Mais ensuite, je pense qu'un peu de recul te ferait du bien. Tu parlais de ce programme d'études à l'étranger, en Italie. Peut-être que ce serait le moment ? Allison acquiesça lentement. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Le sourire que Vincent lui adressa ne parvint pas à atteindre ses yeux. La justice n'est que le commencement, Allison. Ta mère et Peter. Ils ne m'ont pas seulement trahi, ils t'ont trahi, toi aussi. Ils étaient prêts à te sacrifier, comme un dommage collatéral. Sa voix se durcit. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Je ne le ferai jamais. L'audience préliminaire fut un véritable cirque médiatique. Vincent, impassible, resta stoïque tandis que le procureur présentait les preuves. Le poison détecté dans son organisme. Le plan soigneusement documenté. Les transferts financiers effectués pour l'achat du thallium. Et surtout, le témoignage poignant d'Allison, décrivant comment elle avait surpris leur conversation secrète, comment elle avait entendu, de ses propres oreilles, les détails du complot. Mélanie et Peter furent refusés sous caution, considérés comme des risques de fuite et des dangers potentiels pour la société. À la sortie du tribunal, une nuée de journalistes l'assaillirent. Monsieur Harlow, pensez-vous que votre épouse voulait vraiment vous tuer ? Allez-vous exiger la peine maximale ? Que ressentez-vous après avoir été trahi par votre femme et par le père de votre belle-fille ? Vincent s'arrêta. Se tourna vers les caméras. Son expression était calme, mais glaciale. J'ai fait confiance à deux personnes, qui ont conspiré pour me tuer. Et qui ont mis en danger ma fille. Je crois en notre système judiciaire. Mais ne vous y trompez pas. Son regard devint d'un froid inhumain. Cette trahison recevra une réponse. Une réponse totale. Il n'ajouta rien. Et s'éloigna. Ce soir-là, seul dans son bureau, Vincent consulta les dossiers compilés par Benjamin. L'entreprise de Mélanie, malgré son apparence prospère, sombrait dans l'échec depuis des années et ce, malgré les soutiens financiers constants de Vincent. Quant à Peter Callaway, il croulait sous une montagne de dettes de jeu. À eux deux, ils auraient touché plus de 30 millions de dollars à la mort de Vincent grâce à l'assurance vie et à son testament, qu'il venait de modifier, excluant Mélanie entièrement. Mais une chose continuait à le perturber. Le moment. Pourquoi maintenant ? Après 10 ans de mariage ? Poussé par son instinct, Vincent creusa davantage dans les comptes de Peter. Et à 2 heures du matin, il trouva. 6 mois plus tôt, Peter avait contracté un prêt colossal auprès d'un usurier notoire, Raymond Vega. Le délai de remboursement approchait dangereusement. Vincent se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Il ne le tuait pas seulement pour son argent.
Ils le faisaient, parce qu'ils étaient pressés par l'échéance. Son téléphone sonna. Monsieur Harlow? Ici le détective Winters. Pardonnez cet appel tardif, mais vous devez savoir cela. Nous avons découvert des preuves suggérant que votre épouse et Callaway prévoyaient d'accuser Allison de votre mort, si leur plan d'empoisonnement échouait. La main de Vincent se crispa sur le combiné. Expliquez. Ils avaient commencé à créer des preuves, ces empreintes sur les flacons de poison, de fausses entrées dans un journal écrit avec une écriture similaire à la sienne. Même un faux rapport psychologique, suggérant qu'elle présentait des tendances homicides à votre égard. La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Vincent resta figé, abasourdi. Merci, détective. Cela change beaucoup de choses. Il raccrocha. Resta immobile pendant de longues minutes. Puis, il saisit à nouveau son téléphone. Et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Frank. C'est Vincent Harlow. J'ai besoin de tes services. Oui. Cette fois, c'est personnel. Très personnel. Frank Donovan avait été, jadis, l'homme de l'ombre de Vincent. Celui qu'il appelait pour les situations les plus délicates, à l'époque où il gravissait les échelons impitoyables du marché immobilier de Boston. Vincent avait cru avoir tourné le dos à ses méthodes depuis longtemps. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de business. Il s'agissait de famille. Il raccrocha. Ouvrit son ordinateur portable. Créa un nouveau dossier. Il le nomma « Réciprocité ». À l'intérieur, il commença à tracer un plan. Un plan qui irait bien au-delà de ce que la justice pouvait offrir. La procédure légale n'était que le visage public de sa vengeance. La véritable rétribution se déroulerait dans l'ombre. Chapitre 5, l'architecte de la vengeance. Frank Donovan n'avait pas beaucoup changé en 8 ans. Toujours bâti comme un roc, sa coupe en brosse grisonnante et ses yeux impénétrables. Il était assis en face de Vincent, dans une salle privée, dans un immeuble sans nom appartenant à Vincent, à South Boston. Tu parles de longue peine pour tous les deux, dit Frank en parcourant les dossiers. Tentative de meurtre. Complot. 20 ans au minimum. Peut-être la perpétuité. Alors, pourquoi je suis là? Vincent fit glisser un dossier sur la table. La prison n'est pas suffisante, répondit-il d'un ton calme, presque glacial. Je veux leur destruction. Totale. Frank ouvrit le dossier. Ses sourcils se haussèrent légèrement. C'est très complet. J'ai passé la semaine à tout planifier, répondit Vincent. La justice s'occupera de leur liberté. Toi, tu t'occuperas du reste. À l'intérieur du dossier, des informations détaillées sur Raymond Vega, l'usurier auprès de qui Peter avait contracté son emprunt. Des relevés des comptes offshore où Mélanie transférait discrètement ses fonds. Et des données sur leurs associés, sur les membres de leur famille susceptibles de leur venir en aide. La phase 1 est déjà en cours, continua Vincent. Mon équipe financière a commencé à remonter la piste et à. Je veux que tous les actifs liés à l'un ou l'autre d'entre eux soient gelés. Mais j'ai besoin de quelqu'un avec vos talents spécifiques pour gérer les aspects moins conventionnels. Frank hocha lentement la tête. Vous voulez que je m'assure que ce type, Vega, vienne collecter sa dette auprès de Callaway, même en prison. Vincent acquiesça d'un ton glacial. Je veux que Callaway comprenne que la prison ne le protégera pas de ses dettes. Puis sa voix se durcit. Quant à Mélanie, je veux que sa carrière dans le design soit détruite. Chaque client. Chaque contact. Chaque relation professionnelle, empoisonnée. Quand elle sortira, je veux que son nom soit toxique dans toute l'industrie. C'est faisable, répondit Frank. Et leur famille? Vincent secoua la tête, catégorique. Je ne suis pas ce genre d'homme. Leur famille est innocente. Tout ceci concerne ceux qui m'ont trahi personnellement. Frank observa Vincent d'un œil nouveau, avec un respect silencieux. Même enragé, Vincent maintenait des limites morales. Il y avait là quelque chose de rare, quelque chose de dangereux. Il y a encore une chose, ajouta Vincent, en tirant un autre dossier de sa sacoche.
Ce chimiste, Léo Duval. Celui qui a fourni le poison. Le procureur lui propose un accord en échange de son témoignage. Franck fronça légèrement les sourcils. Vous voulez qu'il soit réduit au silence? Vincent le corrigea, calmement. Je veux qu'il refuse l'accord. Trouvez un levier. Faites en sorte qu'il purge toute sa peine, avec eux. Franck hocha la tête, déjà en train d'échafauder un plan. Considérez que c'est fait. Les semaines suivantes, Vincent continua de jouer son rôle de victime stoïque aux yeux du public, coopérant pleinement avec les procureurs, tout en menant, dans l'ombre, sa propre croisade de vengeance. Il engagea des enquêteurs privés pour fouiller le passé de Mélanie et de Peter. Ce qu'ils découvrirent remonta loin, des années de mensonges, de manipulations. Mais la révélation la plus choquante vint des emails de Mélanie. Allison n'était pas son premier enfant. Elle avait eu un fils avec un autre homme, bien avant Peter. Un enfant qu'elle avait fait adopter, et dont elle n'avait jamais parlé à Vincent. Les investigations révélèrent même qu'elle avait repris contact avec lui, aujourd'hui adulte, et lui envoyait de l'argent, pris directement sur les comptes de Vincent. Vincent envisagea d'utiliser cette information au tribunal, mais il se ravisa. Certaines armes sont plus puissantes quand elles restent cachées. Pendant ce temps, Allison se remettait physiquement et émotionnellement chez Suzanne, dans le Vermont. Vincent lui rendait visite chaque semaine, l'aidant doucement à surmonter la trahison, tout en veillant à ce qu'elle poursuive ses études à distance. Lors d'une de ces visites, alors qu'il marchait entre les pommiers de Suzanne, Allison posa la question que Vincent redoutait. « Tu fais quelque chose, au-delà du procès, pas vrai? Quelque chose que maman et Peter ne voient pas venir ?» Vincent envisagea un instant de détourner la conversation, puis choisit une demi-vérité. La loi a ses limites, Allison. Certaines formes de justice exigent des approches alternatives. Elle hocha lentement la tête. Je devrais t'en vouloir pour ça. Je devrais te dire de laisser la justice suivre son cours. Elle cueillit une pomme basse. Mais je repense à ce qu'ils ont fait. Comment ils étaient prêts à me faire porter le chapeau. Leur propre fille. Tu n'as pas besoin de connaître les détails, murmura Vincent avec douceur. Certaines charges n'ont pas à être partagées. Allison leva les yeux vers lui, déterminée. Promets-moi juste une chose. Quand tout ça sera terminé. Quand ils auront payé, on passe à autre chose. On ne laisse pas leur poison continuer à infecter nos vies. Vincent posa une main sur son épaule. Je te le promets. Tout s'arrête avec eux. Mais, alors qu'il reprenait la route pour Boston ce soir-là, Vincent savait au fond de lui que cette promesse, il ne pourrait peut-être pas la tenir. La trahison avait réveillé en lui quelque chose d'inattendu. Une froideur. Une capacité à orchestrer la vengeance avec un calme glaçant. Et cette part de lui, le troublait autant qu'elle le galvanisait. De retour à Boston, Vincent rencontra Raymond Vega en personne. Une décision risquée, calculée jusqu'au moindre détail. Ils se retrouvèrent dans une pièce privée d'un club exclusif dont Vincent était membre. Vega était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, à peine la quarantaine, avec un sourire faussement amical et un goût évident pour les costumes hors de prix. « J'apprécie votre franchise, Monsieur Harlow », dit Vega après avoir écouté l'exposé de Vincent. « La plupart des hommes dans votre position resteraient bien loin de quelqu'un comme moi. » « Je ne suis pas comme la plupart des hommes, » répliqua Vincent. « Peter Callaway vous doit 3 millions. De l'argent qu'il comptait vous rembourser, avec les bénéfices de mon assassinat. » Vega hocha la tête. « Une affaire sordide. Je prête de l'argent, oui. Mais je ne cautionne pas les meurtres. Ces avoirs sont gelés pendant le procès. Il ne peut pas vous payer, » poursuivit Vincent. « Je suis prêt à régler sa dette avec une prime de 20%. En échange de certains accords. » Les sourcils de Vega se levèrent. « Vous voulez payer la dette de l'homme qui voulait vous tuer. » Le sourire de Vincent était aussi tranchant qu'une lame. « Parce qu'ainsi, la dette me revient. Et je veux qu'il comprenne ce que cela implique. » Une lueur de compréhension s'alluma dans les yeux de Vega. « Vous voulez qu'il vive dans la peur, même derrière les barreaux. Je veux qu'il sache que les murs de sa prison ne le protégeront pas. Ni de ses dettes, ni de moi.
Vega réfléchit un instant, puis tendit la main. Monsieur Harlow, je pense que c'est le début d'un accord, très profitable. Et en serrant cette main, Vincent sentit le dernier fragment d'hésitation se dissoudre. Il avait franchi une ligne. Mais pour Allison. Pour la justice. Certaines lignes méritaient d'être franchies. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à le refermer. Chapitre 6, Procès et tribulation. Le procès de Mélanie Harlow et Peter Callaway devint rapidement l'affaire judiciaire la plus sensationnelle que Boston ait connue depuis des décennies. Chaque jour, Vincent s'asseyait au premier rang, impassible, tandis que l'accusation déroulait, méthodiquement, sa démonstration. Les preuves étaient accablantes, le poison retrouvé dans les systèmes de Vincent et d'Allison. Le journal détaillé du calendrier d'empoisonnement. Les comptes offshore. Les polices d'assurance vie soigneusement étudiées. Et surtout, le témoignage de Léo Duval. Malgré tous les efforts de Frank, Duval avait accepté l'accord. Son témoignage fut cependant limité, de mystérieuses menaces lui étaient parvenues, même en détention protégée. Mais ce qu'il révéla suffisait à annihiler tout doute raisonnable. Le 12e jour du procès, Vincent fut appelé à la barre. Alors qu'il s'installait, il aperçut Mélanie qui tentait d'accrocher son regard. Ses yeux imploraient. Lui, la traversa du regard comme si elle n'était qu'un fantôme. Monsieur Harlow, lança le procureur, pouvez-vous dire à la cour à quel moment vous avez soupçonné que quelque chose n'allait pas? Vincent répondit avec calme et clarté, décrivant le comportement étrange d'Allison, la révélation est. Les preuves qu'ils avaient découvertes parlaient d'elles-mêmes. Vincent avait exposé en détail ses symptômes, mais aussi les images de vidéosurveillance montrant Mélanie en train d'altérer son whisky, ainsi que les relevés financiers attestant de l'achat de thallium. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Mélanie tenta de discréditer Vincent, insinuant que ce dernier avait fabriqué de fausses preuves, mu par une jalousie féroce à l'idée de voir Mélanie renouer avec Peter. Monsieur Harlow, n'est-il pas vrai que vous êtes connu pour vos tactiques impitoyables en affaires? Que vous avez détruit des concurrents qui se trouvaient sur votre chemin? Vincent soutint calmement le regard de l'avocat. J'ai été agressif dans le monde des affaires, c'est vrai. Mais jamais je n'ai empoisonné qui que ce soit. Les preuves médicales révèlent la présence de thallium dans mon organisme, et dans celui de ma propre fille. Est-ce que ma jalousie aurait été capable de créer ce poison? La salle d'audience fut immédiatement envahie par des murmures de choc, rapidement réduits au silence par le juge. Lorsque Vincent quitta la barre, ce fut Allison qui fut appelée à témoigner. Et son témoignage fut un véritable coup de massue, bouleversant, chargé d'émotion, mais limpide. Elle raconta comment elle avait découvert la liaison de sa mère, les symptômes suspects, sa propre maladie, et le moment où elle avait entendu parler d'une augmentation de la dose du poison. Mélanie éclata en sanglots durant le récit de sa fille. Quant à Peter, il restait les yeux rivés à la table, incapable de soutenir le regard de celle qu'il avait failli faire accuser de meurtre à sa place. Lorsque l'accusation conclut son dossier, la défense prit une décision risquée, appeler Mélanie à la barre. C'était leur seule véritable carte à jouer. Mélanie affirma que les substances en question n'étaient rien d'autre que des compléments alimentaires naturels qu'elle avait donnés à Vincent pour sa tension artérielle. Elle admit avoir renoué avec Peter, mais nia toute intention de lui nuire. Selon elle, Allison avait mal interprété les conversations. Mais sous le feu du contre-interrogatoire, la procureure ne la ménagea pas. Madame Harlow, comment expliquez-vous la présence de thallium dans le sang de votre mari et de votre fille? Cela aussi, c'est un complément naturel? Mélanie perdit pied, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Et ces extraits de journal intime, rédigés de votre main, où vous documentez une augmentation progressive des doses et décrivez les symptômes. Ce sont des notes sur des compléments alimentaires également? Ces passages ont été sortis de leur contexte, répliqua-t-elle faiblement. Et vos recherches sur la police d'assurance vie de votre mari, effectuées quelques jours avant que les doses n'augmentent? Vos échanges avec Monsieur Duval, où vous demandez une substance impossible à tracer? Les comptes offshore que vous avez ouverts pour recevoir des fonds une fois, je cite, le travail terminé. À la fin du contre-interrogatoire, Mélanie fondit en larmes. Sa crédibilité était en miettes.
Et le témoignage de Peter ne fit qu'empirer les choses. Il tenta pitoyablement de rejeter toute la faute sur Mélanie, affirmant qu'elle l'avait manipulé avec des promesses de richesse et d'amour retrouvées. Le dégoût du jury était palpable. Le dernier jour du procès, alors que les plaidoiries finales touchaient à leur fin, Vincent reçut un message de Franck, colis livré aux deux cibles. Les effets ont commencé. Vincent esquissa un mince sourire froid. Car tandis que la justice suivait son cours, son plan parallèle avançait dans l'ombre. L'organisation de Raymond Vega avait été très claire avec Peter, sa peine de prison ne solderait pas sa dette. Cette dette, désormais, était due à Vincent. Pendant ce temps, chaque client de l'entreprise de design de Mélanie avait reçu un dossier complet sur le procès, accompagné de preuves accablantes concernant ses fautes professionnelles passées, preuves que les enquêteurs de Vincent avaient mises au jour. Le jury n'eut besoin que de 5 heures de délibération pour revenir avec un verdict unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation pour les deux prévenus. Le juge fixa la date de la sentence à 2 semaines plus tard et ordonna leur placement immédiat en détention. Alors que la salle d'audience se vidait, Vincent se retrouva face à Mélanie, encadrée par les officiers de justice, prête à être emmenée. « Vincent, je t'en supplie, murmura-t-elle d'une voix brisée, je sais que tu as de l'influence. Aide-moi, pour ce que nous avons été. » Pour la première fois depuis le début du procès, Vincent la regarda dans les yeux. « La phase juridique est terminée, Mélanie. Mais ta vraie punition ne fait que commencer. » Un éclair de peur traversa ses yeux alors que la compréhension l'envahissait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Vincent eut un sourire glacial. « Rien, en comparaison de ce que toi, tu avais prévu pour moi. La différence, c'est que ma vengeance n'est pas un crime. Elle est totale. » Alors qu'on l'emmenait, Vincent croisa le regard de Peter, blême, qui avait tout vu. Vincent inclina légèrement la tête. Un geste silencieux. Une confirmation muette, lui aussi comprendrait bientôt toute l'étendue de ce qu'il avait déclenché. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se ruèrent vers lui, avides de déclarations. Vincent s'avança vers les micros, Allison à ses côtés. « Aujourd'hui, justice a été rendue, déclara-t-il simplement. Ma fille et moi sommes reconnaissants envers l'équipe de l'accusation, la police et les jurés pour avoir vu la vérité. Nous demandons désormais à pouvoir guérir loin des projecteurs, loin de cette trahison. » Un journaliste cria plus fort que les autres, « Monsieur Harlow, pensez-vous pouvoir un jour pardonner à votre femme et à Monsieur Callaway ?» Le visage de Vincent se durcit un instant, avant qu'il ne retrouve son calme. « Certaines trahisons vont au-delà du pardon. C'est tout ce que j'ai à dire. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui les attendait, Allison lui serra la main. « C'est fini, papa. » Vincent hocha la tête. Il ne la contredit pas. Pour Allison, c'était fini. Mais pour Mélanie et Peter, la véritable rétribution ne faisait que commencer. Chapitre 7, Justice parallèle. 2 semaines après le verdict, les sentences tombèrent, 25 ans de prison chacun pour tentative de meurtre, conspiration et chef connexe. Le juge avait été d'une sévérité implacable, soulignant le caractère prémédité du crime et la trahison des liens familiaux. Vincent assista seul à l'audience de condamnation. Il avait convaincu Allison de retourner à ses études. Elle avait été acceptée dans un programme spécial à l'université de Florence, une chance de se reconstruire loin du cirque médiatique qui continuait de hanter l'affaire. En quittant le tribunal, Benjamin marcha à ses côtés. Les procès civils avancent comme prévu. On va leur prendre tout ce qui leur reste. Vincent acquiesça. Le procès pénal n'avait été qu'un volet de sa riposte. Les procédures civiles garantiraient que tout actif appartenant encore à Mélanie ou Peter serait méthodiquement vidé, jusqu'au dernier centime. Et les frais juridiques, demanda Benjamin d'une voix basse. Vincent luttait avec cette question depuis des semaines. L'enfant caché de Mélanie, aujourd'hui un jeune homme de 23 ans prénommé Kyle Morris, recevait depuis des années des virements réguliers de sa part de l'argent qui, en réalité, provenait de Vincent. Organise une rencontre, décida Vincent. Il se pouvait que lui aussi soit une victime, tout comme Allison. 3 jours plus tard, Vincent se retrouvait assis face à Kyle, dans une salle privée de son immeuble de bureau. Le jeune homme ne ressemblait en rien à Mélanie,
grand, aux larges épaules, avec des cheveux châtain clair et une expression méfiante. « Je te remercie d'être venu, commença Vincent. J'imagine que la situation est délicate. » Kyle se tortilla sur son siège, visiblement mal à l'aise. « J'ai encore du mal à digérer le fait que ma mère biologique ait tenté de tuer son mari. Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en la retrouvant, il y a 3 ans. » « Tu savais pour sa relation avec Peter Callaway ?» demanda Vincent. Kyle hocha la tête à contre-cœur. « Elle m'a dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais que tu étais un obstacle. Elle n'a jamais parlé de meurtre. »« Je te jure, je ne savais rien. » Vincent l'observa attentivement. « Et l'argent qu'elle t'envoyait? Tu savais d'où il venait? » Elle disait que c'était grâce à son entreprise de design, admit Kyle. J'en avais besoin pour mes études de médecine. J'ai une malformation cardiaque congénitale et les traitements coûtent cher. Vincent prit une décision. Je ne te tiendrai pas responsable de ces actes, Kyle. Les paiements vont cesser car ces avoirs sont désormais gelés. Mais je vais créer une fiducie médicale pour couvrir tes soins. Sans condition. Kyle resta bouche bée. Pourquoi tu ferais ça? Je ne suis rien pour toi. Parce que tu es une autre victime de ces mensonges, répondit Vincent, simplement. Et je ne punis pas les innocents. Cette rencontre avec Kyle renforça la conviction de Vincent, sa vengeance devait être chirurgicale. Les innocents, comme Kyle et d'autres membres de la famille, seraient épargnés. Mais pour ceux directement impliqués dans la trahison, aucune pitié ne serait accordée. Ce soir-là, Vincent reçut 2 rapports. Le premier venait de Frank et détaillait la mise en œuvre de ses arrangements avec Raymond Vega. Peter avait été approché en prison par un des hommes de Vega, qui lui avait clairement fait savoir que sa dette de 3 millions de dollars avait été rachetée par Vincent. Le message était limpide, Vincent le possédait désormais, et la prison ne le protégerait pas. Le second rapport provenait d'un détective privé chargé de surveiller les répercussions des dossiers envoyés aux clients et contacts professionnels de Mélanie. Sa réputation professionnelle était en lambeaux. Chaque association majeure de design avait révoqué ses accréditations, et ses anciens clients prenaient publiquement leur distance. Même la prestigieuse famille Mills avait accordé une interview accablante, déclarant qu'ils avaient échappé de peu à une collaboration avec cette empoisonneuse abjecte. Vincent lut les 2 rapports avec une froide satisfaction. Le système judiciaire leur avait enlevé leur liberté, lui prenait tout le reste. Pendant ce temps, Allison s'épanouissait à Florence. Elle appelait Vincent en visio chaque semaine, lui donnant des nouvelles de ses études et de son processus de guérison. Elle semblait plus légère, plus proche de celle qu'elle avait été autrefois. Mais Vincent décelait dans son regard une nouvelle lassitude inévitable après une trahison aussi profonde. Lors d'un appel, elle demanda des nouvelles du litige civil. Vincent lui offrit une version édulcorée, omettant les aspects les plus sombres de sa vengeance. « Papa, promets-moi une chose, » dit Allison, le visage grave. « Quand toute cette histoire juridique sera terminée, tourne la page. Ne les laisse pas nous prendre plus que ce qu'ils nous ont déjà volé. » Vincent acquiesça, tout en sachant qu'il lui mentait. « Bien sûr, ma chérie. Tout cela sera bientôt derrière nous. » Après l'appel, Vincent se servit un whisky dans une carafe neuve, dans un bureau flambant neuf, dans une maison toute neuve. Il avait vendu la demeure de Beacon Hill, incapable de continuer à vivre dans un espace souillé par la trahison. Son téléphone sonna. C'était l'inspectrice Winters. « Monsieur Harlow, je pensais que vous deviez savoir, Peter Callaway a été agressé en prison hier. Il va survivre, mais il a été transféré à l'infirmerie. » Vincent feignit l'inquiétude. « C'est terrible. Vous avez une idée de l'auteur? » « Rien de concret, » répondit Winters, une note de suspicion dans la voix. « Mais certaines rumeurs évoquent une dette extérieure. »« La prison peut être dangereuse, » répondit Vincent d'un ton neutre. « Surtout pour ceux qui trahissent les plus proches. » Après avoir raccroché, Vincent reçut un SMS d'un numéro inconnu, premier paiement récupéré. D'autres suivront. Hervé. Vincent effaça le message. Raymond Vega se révélait être un allié précieux. Il s'assurait que Peter comprenne que ses 25 ans de prison ne le protégeraient pas de la portée de Vincent. Quant à Mélanie, son premier mois d'incarcération avait été tout aussi brutal.
Le code des détenus était impitoyable, tenter de tuer son propre enfant la plaçait au bas de l'échelle. Et l'information selon laquelle elle avait tenté de piéger Allison s'était propagée rapidement dans les couloirs de la prison, la condamnant à l'isolement, sans allié. Vincent avait orchestré cela avec soin, utilisant ses contacts pour diffuser les informations aux détenues influentes. L'expérience carcérale de Mélanie serait un rappel quotidien de sa trahison, isolée, rejetée, vulnérable. C'était là la véritable vengeance de Vincent, non seulement la perte de liberté, mais la destruction méthodique de tout ce qu'il chérissait. Pour Peter, la peur constante de ce que pouvait signifier le recouvrement de dettes derrière les barreaux. Pour Mélanie, l'effacement total de son identité professionnelle et de son statut social. Vincent contempla la photo de leur mariage, toujours posée sur son bureau. Demain, il l'arrangerait. Mais ce soir, il voulait se souvenir de ce qu'ils avaient été et de ce qu'ils avaient choisi de détruire par leur trahison. Un nouveau message s'afficha sur son téléphone, cette fois de Benjamin. Léo Duval a fait appel de son accord de coopération. Il affirme avoir été contraint à témoigner. Vincent esquissa un sourire sombre. Encore un coup de Franck. Le chimiste qui avait fourni le poison tentait désormais de revenir sur son témoignage, un geste futile qui ne ferait qu'entamer sa crédibilité sans rien changer aux condamnations de Mélanie et Peter. La machine de la vengeance fonctionnait parfaitement. Et à présent, elle n'avait presque plus besoin d'intervention directe. Comme tout bon système bien conçu, elle était devenue autonome. Vincent leva son verre en un toast moqueur à la photo de mariage. Tu aurais dû te souvenir d'une chose, Mélanie, je ne pardonne jamais la trahison. Jamais. Chapitre 8. Les profondeurs de la rétribution. 6 mois après les condamnations, Vincent était attablé face à Raymond Vega lors de leur désormais traditionnel rendez-vous mensuel. Ces rencontres, dans une salle privée d'un restaurant exclusif appartenant à Vincent, avaient évolué, d'un simple arrangement d'affaires, elles étaient devenues bien plus complexes. Callaway Crack, rapporta Vega, découpant son steak. La dernière opération de recouvrement l'a laissé en larmes, suppliant de te parler directement. Vincent but une gorgée de vin. Pas encore. Il doit d'abord comprendre tout le poids de sa dette. Les paiements n'étaient pas financiers. Peter n'avait plus un sou depuis les jugements civils. Il prenait désormais la forme de peur, d'isolement, de rappel stratégique de la portée de Vincent, son compte de cantine vidé la veille d'un achat prévu, le seul gardien bienveillant subitement transféré, des objets interdits placés dans sa cellule juste avant une fouille. Vega observa Vincent avec un respect renouvelé. Tu sais, au début, je pensais que tu étais juste un riche de plus qui voulait jouer à la vengeance. Je me trompais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Demanda Vincent. La plupart des types dans ta situation se contenteraient des peines de prison. Mais toi, tu comprends que la vraie vengeance doit être durable. Vincent hocha légèrement la tête. Ils ont essayé de me prendre tout ce que j'avais, ma vie, ma fille, mon héritage. Leur punition doit être à la hauteur de leur ambition. À la fin du repas, Vega tendit à Vincent une enveloppe scellée. Callaway a écrit ça. Il m'a demandé de te la remettre. Je ne l'ai pas lu. Vincent glissa l'enveloppe dans sa veste sans l'ouvrir. Autre chose. Ton ex-femme a demandé un transfert. Elle dit craindre pour sa sécurité. Le sourire de Vega fut glacial. Demande refusée, bien sûr. Le directeur est un vieil ami. Après le départ de Vega, Vincent ouvrit finalement l'enveloppe. La lettre de Peter suintait le désespoir, il affirmait avoir été manipulé par Mélanie, suppliait pour de la clémence, offrait des informations sur d'autres crimes qu'elle aurait commis, promettait même d'aider Vincent à retrouver des actifs cachés. Vincent la lut 2 fois, puis la glissa dans le broyeur à côté de son bureau. Aucun mot n'aurait pu répondre plus éloquemment que ce silence. Pendant ce temps, Allison avait terminé son cursus à Florence et avait été acceptée dans un prestigieux programme de master à Londres. Lors d'un bref retour à la maison entre les 2 programmes, Vincent fut frappé par sa maturité nouvelle, pas seulement intellectuelle, mais émotionnelle. Je vois une thérapeute, lui confia-t-elle un soir, autour d'un dîner dans son nouveau Penthouse. À propos de maman. De tout ça. Vincent acquiesça, encourageant. C'est bien. L'aide professionnelle est essentielle après un traumatisme.
Elle pense que je devrais envisager de rendre visite à maman, dit Allison avec prudence, guettant sa réaction. Pas pour lui pardonner, mais pour tourner la page. Vincent garda un visage impassible malgré la colère qui montait. Et toi, tu veux? Allison joua avec sa nourriture. Je ne sais pas. Une part de moi a besoin de lui demander pourquoi. Pourquoi elle a voulu me faire du mal? Pourquoi elle a voulu m'accuser? Elle releva les yeux. Et toi, tu en penses quoi? Vincent choisit soigneusement ses mots. La clôture est un chemin personnel, Allison. Si l'avoir peut t'aider à guérir, je te soutiendrai. Mais ne t'attends pas à des réponses satisfaisantes. Des gens comme ta mère sont rarement capables de vraies responsabilités. Et toi? Tu as trouvé la paix. Vincent lui offrit un sourire mesuré. J'y travaille. La justice a fait son œuvre, et le temps fera le reste. C'était un mensonge soigneusement poli. Vincent ne cherchait ni paix ni guérison. Sa vengeance était toujours en marche, une entité vivante qu'il nourrissait jour après jour. Mais Allison avait besoin de croire qu'il allait de l'avant. Sa propre reconstruction en dépendait. Peu après le départ d'Allison pour Londres, Vincent apprit que Mélanie avait tenté de se suicider en prison. Elle avait survécu, mais se trouvait sous surveillance psychiatrique. La nouvelle ne lui arracha aucune émotion. Son désespoir n'était qu'une nouvelle facette de sa rétribution. Benjamin l'appela quelques jours plus tard avec des nouvelles du contentieux civil. La cour d'appel a rejeté leur ultime recours. Le jugement financier est confirmé. Ils sont officiellement ruinés. Et les comptes cachés? Demanda Vincent. Trouvés. Benjamin confirma qu'il avait tout saisi, jusqu'au tout dernier centime. Même le compte qu'elle utilisait pour envoyer de l'argent à son fils. Vincent acquiesça. Assure-toi que la fiducie médicale pour Kyle continue, dit-il. Il ne devrait pas payer pour les crimes de sa mère. La semaine suivante, Vincent reçut une autre communication, aussi inattendue qu'étrange, un appel de Donna, l'ex-femme de Peter. La mère biologique d'Allison. Ils ne s'étaient rencontrés que quelques rares fois au fil des années, elle était partie vivre en Californie peu après son divorce avec Peter. Je ne sais pas si je devrais t'appeler, dit-elle d'une voix hésitante. Mais j'ai senti que je devais le faire. Vincent l'encouragea doucement, curieux. Peter m'a contacté depuis la prison, expliqua-t-elle. Il m'a demandé de te joindre, de plaider en sa faveur. Il dit que tu rends sa vie infernale là-bas, au-delà même de sa peine. Vincent resta silencieux, ne confirmant ni n'infirmant ses dires. Je lui ai dit que je ne le ferai pas, continua Donna, la voix se durcissant. Après ce qu'il a essayé de faire à Allison, à ma fille. Il mérite tout ce qui lui arrive. Elle marqua une pause, et termina d'une voix ferme. Je voulais simplement que tu saches que tout le monde ne croit pas à sa mascarade de victime. J'apprécie, répondit Vincent simplement. Comment va-t-elle? Allison, demanda Donna, sa voix s'adoucissant. Vincent lui donna des nouvelles brèves sur les études et la récupération d'Allison, prenant soin de ne pas révéler trop de détails personnels. Après avoir raccroché, il resta pensif. Les dégâts collatéraux étaient considérables. Tant de vies touchées, déformées, détruites par la trahison de Mélanie et Peter. Pourtant, sa vengeance était restée chirurgicale. Elle n'avait visé que les vrais coupables. Ce soir-là, Vincent reçut un appel du directeur de la prison. Peter avait été hospitalisé après une nouvelle agression, bien plus grave cette fois. Il avait survécu, mais aurait besoin d'une opération. Vincent exprima l'inquiétude de circonstance, mais au fond de lui, il ne ressentait qu'une satisfaction glaciale. Le troisième paiement avait été encaissé. Plus tard dans la nuit, il appela Frank. Il est temps de passer à l'étape suivante. Frank comprit aussitôt. La diffusion des informations? Oui, confirma Vincent. Tout ce qu'on a sur eux deux. On balance tout dans les médias demain. Le lendemain matin, les principaux médias diffusèrent des articles explosifs contenant des lettres fuitées depuis la prison, échangées entre Mélanie et Peter. Non seulement leur projet de meurtrier était révélé, mais aussi d'autres éléments profondément troublants, d'anciens abus, des victimes manipulées, des crimes financiers.
Et peut-être plus accablant encore, leurs discussions explicites sur la façon dont ils avaient prévu d'accuser Allison à leur place. Le public, déjà sévèrement critique, les rejeta désormais avec un profond dégoût. Toute compassion résiduelle s'évapora à la lumière de leur véritable visage. Vincent regarda les reportages d'un œil froid. La justice avait pris leur liberté. Ces manœuvres financières leur avaient pris leur fortune. Et cette dernière révélation venait de leur arracher leur ultime ressource, toute prétention à la rédemption ou à une quelconque excuse. Ce soir-là, Vincent reçut un message de la détective Winters. Drôle de timing pour ces fuites. Je suppose que tu ne sais rien à ce sujet? Vincent répondit simplement. La justice prend bien des formes, détective. Sa réponse arriva presque aussitôt. Fais attention. La vengeance a cette manie de dévorer ceux qui la poursuivent. Vincent contempla longuement son message avant de l'effacer. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que sa quête de justice le changeait. Mais son choix, il l'avait fait dès l'instant où il avait découvert leur trahison. Certaines offenses sont impardonnables. Certaines dettes ne se paient qu'en intégralité. Chapitre 9 Cendre de l'absolution. Un an jour pour jour après le verdict, Vincent était assis seul dans son bureau, lisant les derniers rapports. Mélanie était toujours internée en psychiatrie, au sein du système carcéral. Elle avait complètement sombré après la publication de ses correspondances. Peter, lui, avait survécu à ses blessures, mais il était désormais cloué dans un fauteuil roulant. Sa colonne vertébrale avait été endommagée. Vincent ne ressentait aucune satisfaction. Juste ce froid sentiment d'achèvement. La machine de vengeance qu'il avait déclenchée fonctionnait exactement comme prévu. Son téléphone sonna. C'était Allison, depuis Londres. « Papa, tu as vu les infos ?» demanda-t-elle sans détour. Vincent activa le haut-parleur et ouvrit un site d'actualité. Le titre le fit même frémir, lui qui ne frémissait plus depuis longtemps. Complice du poison, mort en cellule. Peter Callaway retrouvé pendu. « Je viens de voir », répondit-il avec une neutralité étudiée. « Il parle de suicide, dit Allison, la voix légèrement tremblante. Mais certains se demandent comment il a pu faire ça, vu sa condition, et la surveillance. » Vincent garda le silence. Cela ne faisait pas partie du plan. Pas directement, du moins. Raymond Vega avait été clair, les paiements devaient être douloureux, mais pas mortels. « Papa ?» demanda Allison, face à son silence. « Ça va ? » « Je vais bien », la rassura-t-il. « Je digère juste la nouvelle. »« Je sais que je devrais ressentir quelque chose », avoua-t-elle à voix basse. « C'était mon père biologique, mais, je me sens vide. »« C'est une réaction naturelle au deuil complexe », répondit Vincent, répétant presque mot pour mot ce qu'il avait lui-même entendu durant ses propres séances obligatoires après le procès. Après avoir raccroché, Vincent appela immédiatement Vega. « Ce n'était pas prévu », lança-t-il sans salutation. « Pas par moi non plus », répondit Vega calmement. « D'après ce qu'on dit, il s'est vraiment ôté la vie. » Il ne supportait plus d'attendre, de savoir ce qui allait tomber ensuite. Vincent réfléchit. La peur avait été la monnaie principale de sa punition. Peur du prochain coup. Du moment où le prochain paiement tomberait. Peut-être que cette peur avait fini par le briser. Et les questions sur sa capacité à le faire dans son état? Les responsables de la prison veulent éviter tout scandale, dit Vega avec un ton détaché. Il a trouvé un moyen. Parce qu'il était assez désespéré. Après l'appel, Vincent resta longtemps silencieux. La mort de Peter aurait dû être une victoire. L'apogée de sa revanche. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était un vide étrange. Son téléphone vibra. Un message de Benjamin, Mélanie demande une libération pour compassion, pour assister aux funérailles. Refusé, bien sûr. On fait un communiqué, demanda Benjamin. Vincent répondit simplement, aucun communiqué. Que l'affaire se clôture sans autre commentaire. Le lendemain, la détective Winters se présenta dans son bureau sans prévenir. Monsieur Harlow, dit-elle en déclinant son invitation à s'asseoir, il faut qu'on parle de la mort de Peter Callaway. Vincent la regarda droit dans les yeux.
Une fin tragique pour une histoire tragique. Une coïncidence intéressante, observa TL. Un an, jour pour jour, après le verdict. Les dates symboliques peuvent être de puissants déclencheurs pour ceux qui songent au suicide. C'est ce qu'on dit, répondit Vincent. Winters le fixa, attentive. Vous savez, j'ai passé 20 ans à observer le pire de l'humanité. Je comprends le désir de vengeance. Je comprends même qu'on ne se satisfasse pas de ce que la justice peut offrir. Vous m'accusez de quelque chose, détective ? Elle secoua la tête. Je n'ai aucune preuve. Juste l'instinct d'une carrière entière, qui me dit qu'il y a plus dans cette histoire qu'un simple suicide en prison. Peut-être que cette fois, votre instinct se trompe, suggéra Vincent. Peut-être, admit elle. Ou peut-être qu'on sait tous les deux, que la justice prend bien des formes. Et la légalité ne coïncide pas toujours parfaitement avec la justice. Elle s'approcha de la porte, puis s'arrêta, hésitante. Juste pour que tu le saches, j'ai recommandé la clôture de l'enquête sur la mort de Callaway. Classée comme suicide. Affaire classée. Après son départ, Vincent resta immobile, absorbant chaque mot qu'elle venait de prononcer. Elle savait. Ou du moins, elle soupçonnait fortement son implication. Mais elle avait choisi de refermer ce chapitre. Peut-être croyait-elle elle aussi que certaines trahisons méritaient plus que de simples représailles légales. Ce soir-là, Vincent se rendit au cimetière où reposaient ses parents, en quête d'un lien ténu avec celui qu'il avait été, avant que la trahison ne le métamorphose. Il déposa des fleurs sur leur tombe, silencieux. Il sentit une présence approcher. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit une voix familière. Vincent se retourna. C'était Allison. Elle aurait dû être à Londres. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, surpris. « J'avais besoin de rentrer », répondit-elle simplement, en le prenant dans ses bras. « Et, je m'inquiétais pour toi. » Vincent fronça les sourcils. « Pourquoi t'inquiéter ? » « Parce que je te connais, papa, » répondit-elle en le fixant droit dans les yeux. « Je sais de quoi tu es capable quand quelqu'un blesse ceux que tu aimes. » Un frisson traversa Vincent. Jusqu'où savait-elle ? Combien avait-elle deviné ? La mort de Peter, commença TL. C'était son choix, l'interrompit-il fermement. Allison le fixa longuement, le regard pénétrant. Peut-être, mais ce qui l'a précédé ? Les agressions en prison, les lettres divulguées, sa ruine financière totale, ce n'étaient pas des coïncidences, n'est-ce pas ? Vincent resta silencieux. Ni oui. Ni non. Je ne te juge pas, reprit-elle calmement. Ils ont essayé de te tuer. Et ils étaient prêts à me blesser aussi, comme dommage collatéral. Ils méritaient une punition. Alors pourquoi cette conversation ? Demanda Vincent d'une voix presque inaudible. Parce que j'ai besoin de savoir si tout est terminé, dit Allison, la voix brisée. Avec Peter mort, et maman internée en psychiatrie, brisée. Ta vengeance est-elle achevée ? Peut-on enfin tourner la page ? Vincent prit le temps de réfléchir. Était-ce vraiment fini ? Sa soif de représailles, enfin étanchée ? Oui, dit-il finalement. C'est terminé. Le soulagement d'Allison était presque palpable. Bien, dit-elle. Parce que je refuse de les laisser nous prendre quoi que ce soit de plus. Ils nous ont déjà tout volé. Alors qu'ils rejoignaient leur voiture, Allison mentionna qu'elle resterait à Boston une semaine avant de repartir pour Londres. Je compte aller voir maman demain, dit-elle prudemment. Pas pour elle. Pour moi. J'ai besoin de la voir, de comprendre, si c'est possible, pour refermer ce chapitre. Vincent hocha la tête. Si c'est ce qu'il te faut pour guérir, je te soutiendrai. Et toi, tu la reverras un jour ? demanda-t-elle. La réponse de Vincent fut immédiate, sans appel. Non. Certaines trahisons, on ne peut plus y faire face. Même derrière une vitre de prison. Le lendemain, alors qu'Allison rendait visite à Mélanie, Vincent reçut un visiteur inattendu à son bureau, Kat Morris. Le fils secret de Mélanie. Je voulais vous remercier, dit Kyle maladroitement. Le fonds médical, il m'a permis de poursuivre mon traitement.
Vincent l'invita à s'asseoir. « Et tes études, où en es-tu »« Je termine la fac de médecine l'an prochain, répondit Kyle. « Cardiologie. Ironique, non ? Vu mon problème de cœur. » Ils parlèrent un moment des études de Kyle, de ses projets. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Kyle s'arrêta. « Je l'ai vue une fois après son arrestation, avoua-t-il. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle voulait juste savoir si je pouvais l'aider d'une quelconque manière. » Il secoua la tête. Certaines personnes ne savent tout simplement pas penser à autre chose qu'à elles-mêmes. « Non, » répondit Vincent. « Ce n'est pas dans leur nature. » Après le départ de Kyle, Vincent reçut un message d'Allison. « C'est fait. Ce n'est même plus la même femme. Je ne ressens que de la pitié. » Vincent ferma brièvement les yeux. Mélanie n'avait pas seulement perdu sa liberté, ni même son nom. Elle s'était perdue elle-même. La destruction méthodique de tout ce qu'elle avait jadis tenu pour précieux l'avait anéanti. Sa vengeance était belle et bien complète. Ce soir-là, Vincent organisa un petit dîner dans son Penthouse. Juste Allison, Suzanne et Benjamin. Alors qu'il savourait le repas, Vincent observait sa fille. Il retrouvait par instants les traces de la jeune femme joyeuse et confiante qu'elle avait été, avant que la trahison ne change tout. « J'ai décidé de terminer mon master, puis de revenir à Boston, » annonça TL au moment du dessert. « Peut-être intégrer ta société, si l'offre tient toujours. » Vincent sourit sincèrement. « Elle tient, et tiendra toujours. Le nom Arlo sera le tien, un jour, pour le porter. » Plus tard, après le départ des invités, Vincent se tenait sur son balcon, contemplant la skyline de Boston. Allison le rejoignit, une écharpe sur les épaules contre le vent frais du soir. « Est-ce que tu vas vraiment bien, papa » demanda-t-elle doucement. Vincent prit un moment. La flamme froide de la vengeance, qu'il avait alimentée toute l'année, s'était enfin éteinte. Ce qui restait, n'était pas la paix. Ni le pardon jamais. Peut-être juste cette certitude silencieuse, que la justice, dans son sens le plus absolu, avait été rendue. « Oui », répondit-il enfin. « Je vais bien. Différent. Mais bien. » Allison hocha la tête, compréhensive. « Ils nous ont changés. Mais ils ne nous ont pas détruits. » « Non », confirma Vincent en passant un bras autour de ses épaules. « Ils ne l'ont pas fait. » Plus tard dans la nuit, seul dans son bureau, Vincent ouvrit son coffre-fort. Il en sortit une dernière enveloppe. Des plans de secours. Au cas où Mélanie serait libérée plus tôt. Ou si Peter avait échappé à la justice. Il inséra les documents un à un dans le broyeur, les regardant se transformer en confetti. La dernière trace physique de sa vengeance, annihilée. Son téléphone vibra. Un message de Raymond Vega. Compte réglé. Affaire conclue. Vincent répondit simplement. Confirmé. En se versant un whisky, Vincent contempla tout ce qu'il avait accompli. Il avait détruit, pièce par pièce, ceux qu'il avait trahis. Peter était mort. Mélanie, brisée. Leur réputation, leurs finances, leur avenir, réduit en miettes. Aucun regret. Aucun remords. Dans son monde, la trahison ne se pardonne pas. Surtout lorsqu'elle met en péril ce qu'on aime. Il leva son verre dans un dernier toast silencieux. Non pas à la victoire. Ni même à la vengeance. Mais à une vérité simple, fondamentale. Les actes ont des conséquences. La trahison a un prix. Et Vincent Arlo ne laisse jamais une dette impayée. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et à très vite. Okay. So far, this cave has treated me well. However, there's motherfuckers everywhere. Okay, chill. Everybody chill. Woo! Chat, I might need some help here. No, I got it, actually. I made a shield.
Okay, they're shooting around the shield. God, I need a fucking bow. Where's my shield? Shit, I saw it. There it is. Oh! Okay, I'm getting flanked. They're flanking. He's on me. He's one. Skeleton one. Down. I'm cracked. I'm jiggle peeking. I found diamonds. On me. Oh. Another skeleton. Thank you, the unnamed. My goat. My king. What would I do without you? He's one. He's down. Ooh, look. There's a... Ooh, look at that. Oh. I just blew this shit wide open. Look at this. This right here, this is a spawn room. I know because of the one fucking grass block. Oh, that's a lot. Oh, I just opened Pandora's box, didn't I? Hold on. God, that... Uh-oh. Where's my golden apple? Okay. Oh! Oh! Why didn't I just eat the apple? Fuck! Oh, there goes everyone's mana. It's all gone. It's all gone. Yo, did anybody vote against me? As if you did, no one voted against me. Oh no. There was over 2,000 mana in the yes pot. Oh fuck. It's bad. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Pain, my 2K, he was writing on that. Chat, we are officially in the red. Oh no. I would like to formally apologize to the chat room. Oh no. Mina over here like, I'm so broke with 60,000 mana. What's the damage report? Oh no. We're splitting this. Fuck yes. um Dude, we need Fractal to show up. He needs to feed the poor. Okay, chat. I'm so sorry. I'm so sorry, dude. Damn, I really thought the 10th world would be the one. We don't have any mods in here, so I'm gonna have to do this. Add death. We're at 10. That was our 10th loss. 0 wins. 0 wins. I haven't won a single bet since my first. Oh, shit. Alright, the next one's for sure. It's guaranteed. Let's turn this up to 11, Aw World. I have to change my title. Let's turn this up to 11. Alright, title's updated. Okay, just gotta reboot the game and then we're back in.